Bienvenue à cette session de formation destinée à celles et à ceux qui aspirent à devenir experts opérationnels au sein des structures d'accompagnement des entreprises innovantes en Afrique. Lire ensemble le module 3, lever des fonds pour les entrepreneurs. Plus précisément le chapitre 3 de ce module qui s'intitule Rapprocher les investisseurs et les entrepreneurs. Avant d'attaquer notre sujet, permettez-moi d'abord de me présenter à vous brièvement. Je me prénomme Rivolala, mon nom est Ratsiman Rezi, je suis franco-malgache installé au Sénégal depuis 2013. Pour présenter mon parcours, j'ai évolué en tant que salarié, spécialisé en fiscalité pendant 10 ans d'abord chez KPMG, puis chez Deloitte, avant de décider d'embrasser l'aventure entrepreneuriale il y a 10 ans maintenant, en 2007, où j'ai eu à créer un certain nombre d'entreprises, comme vous pouvez le voir et constater sur cette présentation. Ma dernière création est la rencontre des entrepreneurs que j'ai confondée avec une associée il y a 4 ans maintenant à Dakar au Sénégal. La rencontre des entrepreneurs est le premier accélérateur privé multisectoriel du Sénégal dont la mission est d'apporter du capital, de la compétence et du réseau auprès des petites et moyennes entreprises à fort potentiel pour en faire des champions dans le cadre d'un programme. Pour en savoir plus, je vous invite à suivre le lien entrepreneursénégal.com ou les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn ou Twitter où nous sommes présents. Voilà, nous voilà présentés. Nous pouvons donc rentrer dans le vif du sujet. Je pense qu'il est d'abord important de rappeler les objectifs principaux de cette formation, qui sont au nombre de 2, comme vous pouvez le voir, et le lire sur la présentation. Tout d'abord, de vous éclairer sur les raisons pourquoi les investisseurs ont du mal à trouver des projets et la difficulté des entrepreneurs à trouver des investisseurs pour soutenir leurs projets. Ensuite, d'esquisser ensemble des pistes de solutions. Avant de continuer, je tiens à préciser que les problématiques posées et soulevées ainsi que les propositions de pistes développées tout au long de cette formation proviennent essentiellement d'une part des expériences vécues de manière personnelle suite aux différentes entreprises que j'ai pu créer ces 10 dernières années, d'autre part des expériences vécues en tant qu'accompagnateur d'entrepreneurs ces 4 dernières années au sein de notre accélérateur, la rencontre des entrepreneurs. Nos objectifs précédemment décrits, j'ai divisé cette formation en 3 parties. Tout d'abord, il est très important que nous définissions les mots afin que nous ayons la même compréhension tout au long de cette formation. Ensuite, nous nous poserons ensemble les questions fondamentales qui empêchent la rencontre investisseurs et entrepreneurs dans nos jeunes écosystèmes, pour enfin esquisser ensemble des solutions pour résoudre les problématiques que nous avons soulevées. Il est très important que nous adoptions une définition commune des noms ou concepts qui seront constamment répétés tout au long de cette formation. Les 3 mots qui méritent une attention et un éclaircissement particulier de notre part sont le mot innovation, ensuite le mot entrepreneur, enfin le mot investisseur. Sans plus tarder, nous commencerons par le mot innovation. Je pense que c'est le mot que vous entendiez le plus quand on parle entrepreneuriat aujourd'hui. Tellement utilisé à toutes les sauces qu'on en perd le véritable sens. Il m'a semblé donc important de prendre la définition du mot innovation du dictionnaire Larousse. Et le dictionnaire Larousse en donne 3 définitions que je cite. 1. Première définition donc, introduction dans le processus de production et ou vente d'un produit, d'un équipement ou d'un procédé nouveau. Deuxième définition, ensemble de processus qui se déroulent depuis la naissance d'une idée jusqu'à sa matérialisation, le lancement d'un produit, en passant par l'étude de marché, le développement du prototype et les premières étapes de la production. Troisième définition, processus d'influence qui conduit au changement social et dont l'effet consiste à rejeter les normes sociales existantes et à en proposer des nouvelles. À la lumière de ces définitions, quels sont les enseignements à retenir de cette définition? Que innovation, contrairement à la croyance commune, ne se limite donc pas à la technologie. L'innovation englobe des situations plus larges autres que la technologie. C'est très important, je pense, que vous intégriez ceci dans votre futur métier d'accompagnateur d'entrepreneur. Ce qui nous amène à la définition du second mot, qui n'est rien d'autre que celui qui entreprend. Mais que dit le dictionnaire Larousse du verbe entreprendre? Je cite. Entreprendre donc, c'est commencer à exécuter une action en général longue ou complexe. Comme lors de notre précédente définition, que peut-on retenir de cette définition du mot entrepreneur? Je pense que c'est ici que se situe une des plus grandes incompréhensions et malentendus sur ce mot. Beaucoup de personnes se qualifient ou prétendent être des entrepreneurs, or, en réalité, ils ne le sont pas. Je pense que
vous avez une part de responsabilité dans votre future fonction de bien séparer ou de savoir bien distinguer, si je peux me permettre, l'ivraie et du bon grain désormais. Comme vous pouvez voir sur la présentation, un entrepreneur, pour y être qualifié ainsi, doit effectuer de manière cumulative 3 éléments. Tout d'abord, il doit commencer quelque chose. Ensuite, il doit exécuter une action. Enfin, l'action à exécuter présente la caractéristique de longue ou complexe. Et moi, je rajoute la coordination et pour compléter, pour dire qu'effectivement, l'action doit être longue et ou complexe. Tout simplement parce que la vie d'un entrepreneur n'est pas et n'a jamais été un long fleuve tranquille. Quand vous regardez dans vos écosystèmes respectifs, très peu de personnes qui se définissent comme entrepreneurs ne remplissent en réalité ces critères. Or, d'après la définition, celui qui entreprend doit commencer à exécuter une action et celle-ci est longue et ou complexe. C'est très important que vous gardiez ceci désormais dans le coin de votre tête. Il reste une dernière définition à voir ensemble, c'est celui d'un investisseur. Le mot le plus utilisé en Afrique ces 5 dernières années après le mot entrepreneur. Personnellement, en écoutant la radio, en regardant la télé ou en lisant les différents magazines, j'ai souvent l'impression que c'est devenu le Graal. Vous savez, quelque chose dont tout le monde recherche pour une vie éternelle. Je pense que nous devons et vous devez ramener raison sur ce qu'est un investisseur. Le mot investisseur est un mot faisant entièrement partie du monde financier. C'est pourquoi, contrairement aux 2 précédents mots, j'ai cherché cette définition auprès de sites financiers spécialisés comme metaf.net, comme j'aurais pu en chercher vers d'autres sites financiers spécialisés. J'ai retenu cette définition surtout car c'est celui qui éclaire le mieux, de mon point de vue, sur la véritable fonction d'un investisseur. Comme vous pouvez lire, un investisseur peut être soit une personne physique, soit une personne morale. Et ces personnes investissent sur les marchés financiers, typiquement la bourse. Pour rappel, en Afrique de l'Ouest, il y a une place boursière qui s'appelle la Bourse régionale des valeurs mobilières ou BRVM, physiquement localisée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et qui est fonctionnelle maintenant depuis une vingtaine d'années. C'est typiquement la place où vous trouverez donc des investisseurs. J'en profite pour dire ici que contrairement à une fausse croyance, des pays africains abritent des places boursières, c'est-à-dire des endroits où l'offre recherche la demande, où l'offre rencontre la demande et vice-versa. Vous avez par exemple la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, BVMAC, avec pour siège Libreville, dont l'activité de cotation fut lancée en 2008. Je peux également citer en exemple l'Éthiopie, qui a mis en place une bourse, mais de matières premières cette fois, notamment le café. Un pays comme le Cap-Vert a également développé une place boursière, la Bolsa de Volares de Cabo Verdea, qui a démarré son activité depuis décembre 2005. Et j'en passe. Vous pouvez faire votre propre recherche et vous constaterez qu'un nombre non négligeable de pays africains ont développé une place boursière où justement les investisseurs investissent. Pour continuer et reprendre notre définition de ce que c'est un investisseur, notre définition dit également qu'un investisseur est celui qui apporte des capitaux stables en capital ou en compte courant. Nous reviendrons sur ces notions tout de suite. Enfin, c'est quelqu'un qui se positionne à long terme. Qu'est-ce qu'on peut donc retenir de la définition d'un investisseur? D'abord, c'est une personne. Cette personne peut être vous et moi. Si demain, vous achetez par exemple une action d'une société cotée, c'est-à-dire d'une société qui a décidé de faire de l'appel à l'épargne publique, par exemple sur la place boursière BVRM d'Abidjan, vous voilà qualifié d'investisseur, même si vous ne possédez qu'une seule action. Si vous décidez de vous regrouper avec des amis ou des associés et constituer une société pour acheter la même action, vous voilà une société d'investissement. Je schématise, mais ce n'est pas aussi compliqué que cela. C'est ici, je pense, qu'il faut bien cerner la dimension de ce qu'est réellement un investisseur. Comme la définition le mentionnait, il doit apporter des capitaux stables en capital. En langage intelligible et commun, un investisseur est donc celui en contrepartie de l'argent qu'il amène,
prend un pourcentage du capital de la société. La suite logique, c'est donc de facto que quelqu'un qui se positionne à moyen terme, voire long terme, c'est-à-dire au-delà de 3 ans. Après la définition de ces 3 mots, que pouvons-nous donc retenir? Le mot innovation n'est pas cantonné au seul domaine de la technologie. Un entrepreneur est avant tout celui qui est dans l'action en exécutant une tâche complexe et ce, sur le temps. Un investisseur peut être une seule personne ou un groupe de personnes qui apportent du capital en contrepartie de la détention d'un pourcentage de la société. Comme nous nous sommes mis d'accord sur la définition de chaque mot et du rôle de chacun de ces acteurs clés, nous pouvons maintenant aborder ensemble les problématiques qui empêchent les entrepreneurs et les investisseurs de notre écosystème respectif de se rencontrer. Pourquoi les investisseurs et les entrepreneurs ont-ils tant de mal à se rencontrer au Sénégal, au Bénin, au Togo, au Burkina, au Congo, au Cameroun, à Madagascar et j'en passe? C'est ce que nous allons examiner ensemble. D'abord, nous allons identifier ensemble les obstacles qui empêchent cette rencontre. Nous allons ensuite nous poser la question qui peut se résumer, c'est quoi le problème de nos entrepreneurs, d'une part, et d'autre part, c'est quoi les problèmes des investisseurs? Comme vous pouvez visualiser sur l'image, au fond, un entrepreneur et un investisseur ne sont en réalité que deux faces d'un même ensemble. Mais pourquoi diable ont-ils tant de mal à se rencontrer? La raison, aussi bizarre que ça puisse paraître, est tout simplement liée à l'absence d'un lieu propice pour cette rencontre. Si vous voulez que les gens se rencontrent, il faut bien définir un lieu. Et ce lieu doit répondre aux caractéristiques de chacune des parties que vous voulez faire rencontrer. Notamment, le lieu doit aspirer confiance. Vous vous dites certainement que les lieux comme les chambres de commerce existent déjà. Je vous réponds oui, mais le temps a évolué. Ce type de lieu a effectivement correspondu à des besoins d'une époque, qu'actuellement, il est quasiment devenu obsolète. Nous nous comprenons bien, loin de moi de tenir ici un discours contre ou anti-chambre de commerce. Je constate et je vous invite à faire de même et tirer votre propre conclusion auprès de vos pays respectifs du rôle réel que jouent les chambres de commerce. Deuxième raison majeure qui empêche la rencontre entre entrepreneurs et investisseurs est la méconnaissance de la mission et du rôle de chacun. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nos entrepreneurs ne comprennent pas toujours les véritables missions et le rôle d'un investisseur. De même pour les investisseurs, ils peinent également à bien comprendre la mission et le rôle de nos entrepreneurs. Pourtant, quand vous analysez bien, la relation entrepreneur et investisseur n'est rien d'autre qu'une relation de vendeur-acheteur. L'entrepreneur qui porte le projet joue le rôle de vendeur, il essaie de vendre son projet. L'investisseur qui possède l'argent joue le rôle d'acheteur. Donc, si le vendeur ne comprend pas ce que veut l'acheteur et vice-versa, vous aurez du mal à faire rencontrer ces deux acteurs majeurs de la vie économique tout simplement. Analyser les obstacles qui empêchent la rencontre entre entrepreneurs et investisseurs dans notre écosystème, nous essayons ensuite d'analyser pourquoi nos entrepreneurs peinent-ils tant à capter l'attention des investisseurs. Pourtant, ils développent souvent des choses assez intéressantes. L'explication à cette question vient tout simplement du fait que nos entrepreneurs présentent souvent des projets ou des produits pas aboutis en termes d'usage ou présentent des services pas fonctionnels. Qu'est-ce que je veux dire par là? Prenons l'exemple de start-up. Comme ce fut à la mode à un moment, et un peu moins depuis quelques temps, vous rencontrez un jeune start-upper qui veut faire un site d'e-commerce. Déjà, il est donc logique et normal que les sites que l'entrepreneur vous présente soient fonctionnels au moment où il vous le présente. Comme vous n'êtes pas développeur, vous concevez avec moi qu'il n'est d'aucun intérêt de regarder un site d'e-commerce pas fonctionnel. Qu'est-ce qu'on attend comme site fonctionnel? Un site où les produits proposés y soient listés et visibles. Un site qui vous indique les moyens de paiement acceptés et qui accepte réellement et non pas en mode si. Bref, que le site soit prêt à l'usage. Bien évidemment, il y a toujours des choses à corriger par la suite, mais que le site soit surtout fonctionnel. Or, que constatons en réalité et dans la majorité des cas? Une fois encore, mon propos n'est pas de généraliser. Je fais juste référence à mon vécu et sur ce que j'ai pu observer ces 5 dernières années. La plupart des sites de e-commerce que j'ai vus en présentation étaient tous très loin d'être fonctionnels. Pour employer un euphémisme.
Dans ces conditions, vous concevez avec moi qu'il serait difficile d'intéresser un investisseur qui, je rappelle, dans le métier est d'acheter quelque chose de fonctionnel. Là, j'ai pris un exemple de start-up. La réalité reste exactement la même pour un jeune qui porte un projet hors start-up. Souvent, nos entrepreneurs ont des excellentes idées, mais peinent à rendre celles-ci fonctionnelles. Souvent, ils justifient ceci par un manque de moyens ou un problème de moyens. Mais c'est issu que c'est un peu cocasse et même problématique. Si l'idée est de monter un garage, or qu'il n'a pas de local ou des outils pour effectuer les réparations, l'apprenti entrepreneur aura du mal à attirer l'attention et encore moins celui tout simplement d'un investisseur. Deuxième raison qui explique pourquoi nos entrepreneurs peinent à attirer l'attention d'un investisseur est liée à leur statut de seul fondateur. En somme, le fait que la plupart de nos entrepreneurs sont souvent seuls. Or, la solitude ne rassure personne, encore moins un investisseur. Ce dernier cherche des assurances tout au long de son processus d'achat. C'est d'ailleurs lié à la modalité d'investissement. Si vous vous rappelez, nous avons précisé qu'un investisseur tel que nous le comprenons lors de cette formation est celui qui amène du capital stable et ce pour du moyen et long terme. Donc, il recherche au maximum de garanties pour espérer trouver son argent et multiplier si c'est possible. C'est ce qu'il faut juste comprendre, c'est que cette question est également largement débattue ailleurs, car des contre-exemples existent où des entrepreneurs seuls ont réussi à intéresser les investisseurs. Je fais référence ici par exemple l'exemple le plus connu, Mailchimp ou Dropbox. Mais la solitude de nos entrepreneurs dans un écosystème jeune, il faut le reconnaître, ne rassure pas. Comme troisième raison qui explique la difficulté de nos entrepreneurs à intéresser les investisseurs, c'est leur incapacité à développer une relation dans le temps avec les investisseurs. Comme il s'agit de relations acheteurs et vendeurs, les personnes achètent la plupart du temps chez les personnes qu'ils connaissent, chez les personnes avec qui ils ont échangé, ils ont développé une certaine proximité. Ça prend du temps, mais c'est comme tout investissement, ça prend du temps et il faut être patient. Regardez nos exemples au quotidien. Vous achetez généralement que chez les personnes que vous connaissez. Or, dans ce que j'ai vu et vécu, rares sont les entrepreneurs qui ont développé des relations de proximité et de suivi avec les investisseurs. Comme dans la plupart des projets, le profil d'investisseurs dont recherchent surtout nos jeunes entrepreneurs, compte tenu de la maturité de leur projet, sont essentiellement des anges d'affaires. Bon, non, pour parler anglo-saxon, business angel, c'est-à-dire des personnes physiques. Cette traduction en français, ange d'affaires, me fait souvent sourire car les personnes en question n'ont rien d'ange. Ils sont là pour multiplier leur argent. Qu'est-ce qui se passe au moment où l'entrepreneur cherche à vendre son projet? L'acheteur, c'est-à-dire l'investisseur, personne physique, et qui requiert donc une grande proximité, est tout simplement réticent parce qu'il ne connaît pas le vendeur, c'est-à-dire l'entrepreneur. Il n'a pas pris un verre avec lui, il n'a pas partagé un repas ensemble, ils n'ont pas appris à se connaître avant. Bref, ils n'ont pas développé de relations interactives en amont qui auraient permis l'établissement de la base de la confiance. L'investisseur se dit, est-ce qu'il me propose est fiable? Est-ce que je peux lui faire confiance? En lisant récemment un article du magazine Forbes qui donne la liste des anges d'affaires les plus prolifiques en termes d'investissement, vous devinez aisément que c'est aux États-Unis que vous avez le plus grand nombre. En moyenne, un start-upper, pour boucler un tour d'investissement, contacte 48 investisseurs, réalise 40 rendez-vous pour boucler un tour dans un laps de temps de 12 semaines et demie. Et il s'agit de moyenne. Comme vous pouvez constater, c'est également assez difficile de trouver l'argent, même dans les pays développés. La différence se jouera avec des personnes qui vous connaissent déjà ou avec qui vous avez construit une relation de confiance. Quatrième raison, c'est que les entrepreneurs sont tout simplement à des endroits inaccessibles ou inatteignables aux investisseurs. Ce n'est pas de la mauvaise foi ou de manque d'intérêt. C'est tout simplement les entrepreneurs ne sont pas visibles ou accessibles par ces investisseurs. Si les entrepreneurs développent leur projet chez eux, comment voulez-vous qu'un investisseur puisse connaître ce qu'ils développent? Or, c'est ce que nous constatons dans nos écosystèmes respectifs. Nous avons passé en revue les raisons principales qui empêchent nos entrepreneurs d'attirer l'attention des investisseurs.
Passons en revue les raisons qui font que les investisseurs se détournent des projets. S'agissant d'une relation acheteur-vendeur, comme vous pouvez voir sur ce schéma, nous retrouvons naturellement auprès de l'investisseur l'ensemble des éléments retrouvés chez l'entrepreneur et identifiés comme étant des obstacles qui empêchent justement un investisseur à s'intéresser à un projet. La raison principale qui détourne les investisseurs des projets de nos entrepreneurs est surtout liée à une lacune de ces derniers en termes d'intelligence financière. Arrêtons-nous un peu ici. Comme évoqué plus haut, le principal rôle d'un investisseur est d'acheter. En confiant son argent à un entrepreneur, il n'espère plus, mais exige de ce dit entrepreneur qu'il en fasse bon usage. Dans l'esprit d'un investisseur, faire un bon usage, c'est signifier que l'entrepreneur travaille pour la multiplication de son argent. Vous notez que c'est le mot multiplication qui est utilisé et non pas addition. Clairement, l'entrepreneur doit donc maîtriser non seulement les fondamentaux de la gestion, mais des notions financières comme la création de valeur, afin justement atteindre cet objectif de multiplication. Or, que constate-t-on? Ici encore, je fais référence à mes expériences. Un nombre trop important de nos entrepreneurs ne maîtrisent pas le b.a.-ba. Revenons sur l'exemple de start-up. Comme vous avez pu voir, j'imagine avec les précédents modules, la modalité d'investissement au sein d'un start-up se fait essentiellement par prise de participation en contrepartie de l'argent apporté. Cette prise de participation requiert un calcul de valorisation de la start-up cible par l'investisseur. C'est d'ailleurs sur cette valorisation que les discussions traînent souvent en longueur. Vous trouverez donc un acheteur, donc un investisseur qui veut une valorisation le plus bas de la start-up, c'est-à-dire à moindre coût, et le vendeur entrepreneur qui veut une valorisation de start-up au plus haut, c'est-à-dire le prix le plus haut. Ce mode de calcul de valorisation aboutit à des notions issues de la finance, appelées valorisation pré-investissement et valorisation post-investissement, que j'ai traduit ainsi, car nous ne sommes pas autorisés à utiliser le mot anglo-saxon pour cette présentation. Si l'entrepreneur ne maîtrise pas ces notions fondamentales, l'investisseur n'apportera pas un sou, tout simplement parce qu'il se dit à quoi sert qu'à les fondamentaux pour que je retrouve mon argent ne sont pas maîtrisés ou mal compris par celui à qui je veux confier mon argent. Personnellement, l'explication de la réticence des investisseurs à s'intéresser aux projets de nos entrepreneurs est basée sur cette lacune en termes d'intelligence financière de nos entrepreneurs. De cette première partie, que si la rencontre entre entrepreneurs et investisseurs ne sont pas encore fluides dans nos jeunes écosystèmes, c'est essentiellement parce que 1. Nous n'avons pas encore imaginé et mis en place un lieu propice à ce type de rencontre, lieu naturellement répondant aux besoins des parties prenantes. 2. Il y a une méconnaissance, comme nous l'avons évoqué précédemment, de la mission et du rôle de chacun de ces deux acteurs majeurs d'un écosystème, à savoir un entrepreneur et un investisseur. Comme nous avons posé le problème du pourquoi, nous devons ensuite apporter les solutions, ou plus précisément, de pistes de solutions. Au fond, comme vous avez pu constater, cette rencontre investisseur-entrepreneur n'est pas encore fluide car non seulement nous avons tous un jeune écosystème à développer, un jeune écosystème qui se cherche dans nos contextes pays respectifs, mais surtout, nous ne nous sommes pas encore penchés sérieusement sur des pistes de solutions. C'est ce que nous allons faire ensemble dans la troisième partie de cette présentation. Vous avez aisément deviné, les propositions de solutions, de pistes de solutions sont issues des problématiques soulevées précédemment, c'est-à-dire comment améliorer de manière pratique la compréhension du rôle et de la mission de chacun, entrepreneur, investisseur, afin de les rapprocher. 2. Comment mettre en place de manière pragmatique un lieu qui sera propice à cette rencontre ou qui contribuera à la fluidité de cette rencontre. 3. Comment mettre en place des outils pour améliorer l'intelligence financière de nos entrepreneurs et aussi aider les investisseurs à mieux comprendre les spécificités économiques de nos écosystèmes. Parce que pour le moment, force est de constater que les investisseurs viennent encore d'ailleurs, même si les locaux commencent à s'organiser. Je répète encore ici, parce que c'est très important que vous le compreniez. L'investisseur et l'entrepreneur ne sont juste que deux faces d'un même élément ou d'un seul ensemble, comme vous le voulez. Logiquement, comme il appartient au même élément, au même ensemble, ça devrait être beaucoup plus simple d'expliquer, d'éclairer ou transmettre à chacun d'entre eux le rôle et la mission de chacun.
Votre rôle en tant que futur expert opérationnel au sein des SAEI est de vous assurer que chacune des parties prenantes puisse bien comprendre la mission et le rôle de chacun. C'est le premier gage d'un écosystème dynamique et nous en avons besoin et vous avez besoin dans votre fonction de bâtir un écosystème dynamique, au fond, qui sera bénéfique pour tout le monde. Ce dynamisme, d'ailleurs, ne pourra provenir que de rapprochement entre ces deux acteurs majeurs d'un écosystème. Vous me diriez, c'est bien beau tout ceci, mais comment on fait concrètement ce rapprochement? Votre rôle en tant que futur expert opérationnel au sein des SAEI est de vous assurer que chacune des parties prenantes puisse bien comprendre la mission et le rôle de chacun. C'est le premier gage d'un écosystème dynamique et nous en avons besoin et vous avez besoin dans votre fonction de bâtir un écosystème dynamique, au fond, qui sera bénéfique pour tout le monde. Ce dynamisme, d'ailleurs, ne pourra provenir que de rapprochement entre ces deux acteurs majeurs d'un écosystème. Vous me diriez, c'est bien beau tout ceci, mais comment on fait concrètement ce rapprochement? Déjà, par élever votre niveau d'information en passant du temps à lire sur ce sujet auprès des sites, des magazines ou des revues généralistes ou spécialisées. Je vous invite également à visionner sur YouTube des conférences, des séminaires sur ces sujets. La langue n'est plus une barrière car YouTube vous permet de traduire. Je vous encourage à lire la presse économique et financière, aussi bien locale, dans vos pays respectifs que régionale, ce qui se passe en Afrique de l'Est, en Afrique centrale, dans l'océan Indien et international de manière régulière, car c'est dans ce type de presse que vous pouvez retirer des informations pertinentes qui vous permettra de mieux les diffuser par la suite aux acteurs concernés dans vos pays respectifs. Je vous ai mis quelques exemples de sites d'information économique et financière africaines ou traitant des sujets économiques et financiers africains. Pour les startups, ces dernières années, ont vu naître une foison de sites qui traitent spécifiquement de ce sujet. Je vous ai mis pour nous ici au Sénégal, comme c'est la référence par exemple, Social Netlink. Je vous invite à vous rapprocher de ces sites ou de ces magazines dans vos pays respectifs. Ils cherchent de contenu. Vous cherchez de contenants pour mieux diffuser vos informations. Logiquement, il y a donc quelque chose à faire de ce côté. Évoqué précédemment, vous devez bâtir un lieu propice à cette rencontre, entrepreneurs, investisseurs. Au fond, c'est important que ce type de lieu puisse exister. Résumez à travers ce schéma votre place dans votre écosystème. Comme vous pouvez le voir, vous êtes le cœur de cet écosystème. C'est-à-dire, vous devez jouer un rôle central comme lieu de rencontre pour fédérer l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Comme tout lieu à bâtir, si vous souhaitez qu'il soit animé, vous devez organiser des événements. Je voudrais rappeler ici que 60 à 65% de nos populations respectives, comme commun à tous nos pays, ont moins de 25 ans. Nous avons donc une population très jeune et souvent on demande de ce type de lieu. Concrètement, nous allons voir ensemble dans les prochaines présentations, prochains slides, comment allez-vous animer ce futur lieu censé jouer le rôle de rencontre entre les différents acteurs clés de votre écosystème. Il faut l'animer. Pour l'animer, il faut organiser de manière régulière des événements. Le plus important, c'est la régularité et la persistance dans le temps. J'ai beaucoup vu, comme vous, j'en suis certain, des événements qui démarrent en trompe mais qui n'ont pas fait long feu. J'ai également assisté à des événements lancés en grande pompe que les auteurs ont par la suite du mal à tenir sur le temps, faute de moyens ou tout simplement compliqués à être répétés dans le temps. Pour éviter ces écueils, l'objectif est aussi d'éviter autant que possible les erreurs communément commises. Je vous propose de commencer par choisir un événement. Chacun de vos pays présente des spécificités ou des contextes différents. Il ne me semble donc pas pertinent de vous orienter sur le type spécifique d'événement à développer. Je vous laisse faire votre recherche et d'en choisir un qui vous correspond le mieux. Cependant, peu importe le type d'événement que vous aurez choisi, vous devez juste vous assurer que le dit événement puisse avoir comme objectif de rassembler les acteurs clés de votre écosystème, que vous puissiez le maintenir sur le temps. Il est assez facile de faire un événement qui a du succès, il est beaucoup plus difficile de le maintenir sur le temps. Je vous demande d'organiser votre événement selon vos moyens. Il n'est pas nécessaire que vous organisiez un événement dans un grand hôtel ou un lieu chic, comme j'ai souvent entendu
pour le crédibiliser, mais vous n'allez pas non plus l'organiser dans un maquis, une gargote ou une dibiterie, ou que sais-je encore. Je pense qu'il y a une place entre ces deux extrêmes. Je vous encourage à l'organiser dans vos locaux autant que possible. Le plus important, c'est que les personnes se rencontrent, échangent et se côtoient dans un intervalle régulier. Que les concernés posent la base d'une relation de confiance. Si vous arrivez à faire ceci, c'est déjà un grand pas en avant dans votre mission de bâtir et de dynamiser un écosystème. Par ailleurs, tout le monde est friand d'un lieu sympa qui organise régulièrement de l'événement. Aux autres types d'événements que vous pouvez organiser pour animer votre écosystème, c'est l'événement pitch. Pour rappel, l'exercice de pitch consiste tout simplement à attirer l'attention afin de vendre son projet. Si ce sont des startups qui ont démocratisé cette pratique, c'est une pratique qui ne leur est pas réservée. Pour preuve, je voudrais partager ici avec vous comment nous avons mis en place au sein de notre accélérateur la rencontre des entrepreneurs, un événement pitch qui dure depuis 3 ans maintenant. Nous avons constaté que beaucoup de jeunes au Sénégal portent un projet ou développent déjà un projet, mais ont du mal à le présenter quand on leur demande de l'expliquer. Souvent, les explications sont brouillons. Nous avons aussi constaté qu'aucune des structures présentes ou qui œuvrent pour l'accompagnement des startups ou tout simplement des entrepreneurs n'ont mis en place cet événement pourtant fondamental dans la vente d'un projet. C'est ainsi que nous avons décidé de mettre en place un événement pitch. Je vous rappelle qu'il existe 2 types de pitch. Pitch produit qui consiste à présenter sa solution produit ou service et pitch investisseur qui consiste à demander de l'argent pour son projet. Compte tenu de la maturité des projets que nous voyons et avions vus, nous avons décidé de mettre en place que le pitch produit afin de donner une opportunité aux porteurs de projets ou aux entrepreneurs déjà établis de vendre leurs produits ou services. En termes de cible, nous avons décidé de l'ouvrir aussi bien aux startups comme aux projets plus classiques, coiffure, garage. C'est le seul événement ici au Sénégal qui mélange ces 2 profils. Sous la manière dont se déroule le pitch, nous respectons la norme internationale, si je peux m'exprimer ainsi, en termes de nombre de présentations et son déroulement, tel modélisé et développé par Guy Kawasaki ou David Rose. Nous effectuons cet événement le dernier jeudi de chaque mois. Nous limitons le nombre de pitchers par événement à 3 car le public peut interagir pour donner son avis ou suggestions pour ces pitchs que nous organisons. À ce jour, nous avons vu passer 56 porteurs de projets ou entreprises déjà établies lors de notre événement. Et lors de ces événements pitch, nous avons vu passer des investisseurs locaux ou internationaux qui étaient de passage et qui sont juste venus assister parce qu'ils en ont entendu parler. Grâce à la présence du public, nous avons donné l'opportunité aux entrepreneurs non seulement de signaler leur existence, mais surtout la possibilité d'interagir avec leurs clients potentiels. Vous pouvez vous en inspirer pour mettre en place ce type d'événement chez vous. Que vous pouvez mettre en place pour animer votre écosystème, il s'agit des after-work. Dans vos pays respectifs, il existe certainement déjà des événements dans ce sens. À vous de vous inspirer et de mettre en place la vôtre, mais avec comme mission de faire rencontrer les acteurs de votre écosystème. À ne pas perdre de vue, vous organisez tous ces événements dans un objectif bien précis. Comme évoqué plus haut, nos pays sont jeunes. Ceux-ci ont besoin des événements organisés pour eux, non seulement pour les canaliser, mais les amener à se rencontrer entre eux, mais également avec d'autres acteurs dans un lieu propice pour ce type de rencontre. Pour vous donner un exemple concret, toujours du vécu au sein de notre accélérateur, nous avons mis en place depuis 3 ans maintenant un événement After Work. En termes de fréquence, nous l'organisons une fois par trimestre avec comme concept un barbecue. Nous l'avons monétisé dès le départ, ceci d'une part afin de choisir et définir nos cibles, et d'autre part permettant à notre structure de dégager du cash grâce à un business model. Nous avons défini un prix que nous n'avons plus révisé depuis 3 ans maintenant. Pour le prix, pour information, c'est 15 000 francs CFA, mais avec le contexte au Sénégal. Ce prix peut paraître exorbitant ou peu coûteux au regard de la réalité. À vous de choisir votre juste prix. Pour cet événement, c'est ce que nous n'avons pas pu faire à ce jour, faute de temps, c'est de nouer un partenariat
avec des partenaires clés. Exemple, restaurateurs, traiteurs, salles ou endroits pour ce type d'événement. Nous le tenons chez notre partenaire qui s'appelle Agora, dont l'aménagement est propice pour ce type d'événement depuis ces 3 dernières années. Vous voyez, en développant un événement pour favoriser la rencontre des acteurs de votre écosystème, vous voilà sur une piste de source de revenus potentiels pour votre structure. Très important que vous réfléchissiez assez tôt comment votre structure sera financièrement indépendante. Le Demo Day, traduit en français comme une journée ou une demi-journée dédiée à une démonstration d'une activité. Le monde de start-up a juste démocratisé ce type d'événement, mais il existe bien des journées de démonstration pour promouvoir la pratique des activités diverses. Comme je viens d'expliquer, il peut s'agir soit d'une journée, soit d'une matinée, soit d'un après-midi, soit d'un début de soirée, bref, autant de fréquences que vous le souhaitez. Il vous appartient donc de définir le type de journée de démonstration que vous souhaitez mettre en œuvre. Si vous souhaitez le mettre en œuvre pour les startups, il s'agira donc d'une journée de démonstration afin que les start-upers puissent promouvoir et monter leurs solutions de produits ou services suivant une problématique, à condition que la solution proposée et à démontrer soit fonctionnelle. Aucun intérêt si les solutions ne le sont pas fonctionnelles. Pour ce type d'événement, ça vous permet d'inviter des profils de personnes pour y assister, des journalistes, des potentiels clients, des partenaires et pourquoi pas un petit groupe d'investisseurs pour montrer ce que vos entrepreneurs proposent. Je suis partisan de faire très attention à ne pas griller ou brûler assez tôt vos relations, non seulement avec les investisseurs, mais également avec les autres acteurs. Commencez à les convier quand vous aurez la conviction vous-même, d'abord, que c'est ce que vous avez vu pourrait les intéresser. Ceci passe d'abord donc par les démodés, sans invité, afin de ne pas vous mettre la pression ni sur les jeunes entrepreneurs qui démarrent. Ceci vous permettra de corriger avant de passer à une étape d'invitation. Il n'y a rien de pire que de se retrouver face au refus des personnes clés, investisseurs, journalistes, partenaires, qui rechignent à venir car ils ont eu une mauvaise expérience tout au début quand vous avez lancé votre événement. Cette remarque est valable ici car il y a des enjeux, contrairement par exemple à un after-work où les gens passent plus du temps à discuter. Une fois encore, il vous appartient de vous inspirer de ce qui se passe ailleurs afin de mieux les adopter dans votre écosystème. Vous pouvez parfaitement organiser un démo day séparé par exemple, dédié uniquement sur des solutions services, puis solutions produits ou combiner les deux comme c'est ce qui se passe ailleurs. Vous pouvez l'étendre non seulement aux startups, mais à toutes les petites et moyennes entreprises qui ont une solution à proposer. Le plus important pour vous, et sans perdre de vue, c'est de permettre l'échange, la rencontre, le questionnement sur des choses concrètes entre les acteurs. Bien évidemment, sur la forme, c'est ouvert. Je vous conseille de partir des besoins réels exprimés et le contexte particulier de chacun de vos pays pour dessiner vos propres démodés. Les autres ont déjà leur démodé, il vous appartient de créer le vôtre. Pour favoriser les réseautages est aussi un autre type d'événement que vous pouvez organiser pour animer votre écosystème. Ces dernières années, on veut développer ce type d'événement partout quand vous lisez les journaux généralistes ou spécialisés. Ici au Sénégal, il y a foison de ce type d'événement. Ce que je voudrais juste insister, c'est que la mise en relation des personnes n'a uniquement du sens et n'apporte de la valeur que si les personnes ont le sentiment de rencontrer les personnes intéressantes pour leur projet ou par rapport à ce qu'ils recherchent. Vous devez donc faire en amont un travail de recherche de ciblage et surtout de recueil de besoins des acteurs concernés, à savoir entrepreneurs investisseurs pour ce type d'événement. Je vous conseille par exemple de poser directement la question à travers la mise en place d'un questionnaire via Google Forms par exemple. Ce questionnaire doit valider des informations que vous souhaitez valider. Par expérience, poser directement la question a toujours été une bonne méthode. La distance la plus courte entre deux points n'est-elle pas une droite? Je vous suggère de commencer par recueillir d'abord les besoins des entrepreneurs. Demandez-leur les profils des investisseurs ou des personnes qu'ils veulent rencontrer. Ainsi, en fonction des réponses, vous pouvez déjà segmenter les besoins ainsi que les profils des entrepreneurs que vous avez interrogés. Entre ceux en phase de projet, ceux déjà avancés et ceux qui ont déjà des clients, leurs besoins de rencontre ne sont pas du tout pareils.
Votre travail est de vous assurer qu'un groupe de personnes homogènes se rencontre. Exemple, il est inutile et pas du tout productif de faire rencontrer des porteurs de projets qui sont en phase d'idées avec des investisseurs. C'est une véritable perte de temps pour ces derniers. J'irai même plus loin, ça crée de la frustration qui à l'avenir peut bloquer beaucoup de choses. Il vous appartient donc de veiller à ce que la mise en relation puisse bien se passer pour la mise en place de ce type d'événement et que tout le monde puisse trouver son compte. Afin de renforcer le savoir et le savoir-faire de vos entrepreneurs, vous pouvez aussi mettre en place des workshops ou des ateliers d'acquisition de savoir et de savoir-faire. De mon point de vue, c'est ce qui manque à beaucoup de structures qui accompagnent les entrepreneurs. Vous devez les développer. Comment? En distillant et en transmettant du savoir-faire. Organiser des ateliers, par exemple, pour résoudre les problèmes rencontrés par des entrepreneurs lorsqu'ils codent. Organiser des ateliers de rédaction d'un prévisionnel de trésorerie. Organiser un atelier sur les bonnes pratiques de growth hacking. Organiser des ateliers pour maîtriser la campagne sur les réseaux sociaux, Google, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Bref, autant de sujets touchant la vie d'un entrepreneur et dont il a besoin pour grandir. En mettant en place ce type d'événement, vous mettez en relation de facto des acteurs clés d'un écosystème. Tout simplement parce que vous mettez en face à face ceux qui ont de l'expérience et ceux qui en recherchent. Ce qui est très important pour obtenir un écosystème mature et dynamique. Comme pour les autres événements, il est crucial de définir la fréquence, les thèmes provenant des besoins exprimés par les entrepreneurs et les investisseurs. Vous pouvez monnayer si vous estimez que vous apportez de la valeur. Pour animer ces ateliers, vous pouvez demander à des investisseurs, par exemple, de venir animer un atelier sur les projections financières ou comment lui, en tant qu'investisseur, analyse les dossiers reçus des entrepreneurs. Ainsi, vous favorisez non seulement la transmission des connaissances et du savoir-faire des plus expérimentés vers les moins expérimentés, mais surtout, vous favorisez l'échange, ce qui est très important dans le monde des affaires. Enfin, comme type d'événement, vous pouvez organiser des séminaires, des conférences sur un thème. À vous de choisir un thème, la fréquence. Un des thèmes porteurs ces dernières années dans le monde de l'innovation est le développement de l'intelligence artificielle. À vous de trouver l'angle et comment intéresser les acteurs clés. Le thème de financement marche bien également, mais toujours à vous de trouver le bon angle. En termes de méthode, je suis partisan de recueillir les demandes de vos entrepreneurs investisseurs via questionnaire, toujours via questionnaire. De par mon expérience, les séminaires ou conférences n'apportent réellement de la valeur que quand les personnes ont réellement des choses à raconter en termes de contribution. Je vous encourage à organiser les conférences et les séminaires qu'avec les personnes clés de votre écosystème. 2 fois par an me semble bien en termes de fréquence. Souvent, quand vous regardez de près les conférences des thèmes touchant le financement, et plus particulièrement des startups, et vous prenez là la véritable définition de ce que c'est un investisseur, vous constaterez qu'ils sont souvent absents des dites conférences. À leur place, qu'est-ce qu'on y découvre? Souvent des banquiers, des organismes étatiques qui organisent ou donnent des financements. Or, la banque n'en fait pas partie, et encore moins les organismes étatiques, même s'ils donnent de l'argent, quand vous regardez la définition d'un investisseur, comme nous avons pu voir au début. C'est à vous donc qu'il incombe en tant qu'expert et animateur d'organiser les meilleures conférences pour éviter, une fois encore, des frustrations. Après avoir parcouru des exemples de types d'événements que vous pouvez mettre en place, non seulement pour animer vos structures d'accompagnement et pour favoriser la circulation des informations et aussi la fluidité des rencontres entre entrepreneurs et investisseurs, nous allons regarder ensemble qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour améliorer, développer ou renforcer l'intelligence financière de nos entrepreneurs. La formule gagnante est celle que je vous ai résumée sur cette présentation. Une forte demande trouvée sur un marché avec la possibilité de le monétiser bien naturellement, combinée à la capacité de l'entrepreneur de faire fructifier, donne un investisseur qui engage. L'objectif ici est de comment faire pour améliorer le savoir et le savoir-faire de nos entrepreneurs sur leur capacité à faire fructifier l'argent qu'on leur confie. Il n'y a pas 1000 solutions. Il faut organiser des sessions de formation. Ces sessions de formation peuvent prendre plusieurs formes. Comme vous pouvez voir sur la présentation, j'ai mentionné workshop ou atelier. Ces sessions peuvent prendre la forme d'un masterclass ou une autre forme. Le plus important, c'est d'organiser la transmission de savoir et savoir-faire.
À vous, une fois encore, de trouver la bonne forme selon vos contextes pays. Pour l'animation de ces ateliers ou masterclass ou formations tout simplement, vous devez par contre vous entourer des personnes possédant une expérience, une expertise certaine sur un domaine de la finance ou de la gestion. C'est votre job de les identifier, de les convaincre pour animer ce type de formation. Notre expérience au niveau de notre accélérateur montre qu'il est toujours recommandé de rétribuer les dits experts, à condition qu'il apporte une réelle valeur à la cible, bien naturellement. Vous n'aurez sans doute pas le budget nécessaire pour les rétribuer à leur juste valeur. À vous de trouver le juste milieu selon votre budget, la manière dont vous les valorisez. Exemple, vous n'avez que 80 000 francs de budget disponible. Or, vous avez besoin d'animer une session de formation pour expliquer la valorisation d'une entreprise, ou du moins d'une start-up. Très important. Vous avez identifié un cabinet d'experts comptables réputé chez vous, mais dans l'heure de consultation est de 200 000 francs CFA par exemple. Vous concevez aisément que vous êtes loin du compte et que votre session ne les intéresse probablement pas. C'est ici que votre talent de persuasion et de négociation doit rentrer en jeu. Comment convaincre ce cabinet d'animer les dites sessions avec le budget que vous avez? Avancez un argument, comme par exemple permettre aux salariés du dit cabinet d'aider les jeunes entrepreneurs peuvent rentrer dans leur politique RSE. Le cabinet, en faisant ces gestes, pourra présenter son offre commerciale à l'ensemble des entreprises présentes. Des exemples parmi tant d'autres. Mais vous devez convaincre. Pour développer l'intelligence financière de vos entrepreneurs, rien de mieux que de demander aux investisseurs de venir expliquer ce qu'ils attendent d'un entrepreneur lorsque ceux-ci leur confient leur argent. Une fois encore, il vous appartient en tant qu'expert d'organiser ce type de sessions et de rencontres après avoir identifié les besoins. Par exemple, comme thème, vous pouvez commencer par le type de projections financières qu'attendent les investisseurs de la part des entrepreneurs. Qu'est-ce qu'ils aiment voir en termes de ratio? Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas voir sur la forme? Comment il faudrait les présenter? Par exemple, en faisant ainsi, vous faciliterez grandement l'échange entre ces deux entités de même ensemble. Pour l'intelligence financière des entrepreneurs, rien de mieux que de faire intervenir de manière régulière ceux qui ont de l'expérience mauvaise ou pas en termes de levée. Ici, l'idée, c'est que les entrepreneurs parlent aux entrepreneurs. À vous d'organiser et de définir le thème. La même idée, rien ne vous empêche de solliciter les entrepreneurs déjà établis pour venir partager leur expérience. À vous d'organiser et de définir le thème comme précédemment. Et ici, je voudrais insister, l'idée c'est que la plupart des entrepreneurs ayant déjà réussi chez nous, on ne les sollicite jamais. On les laisse là-bas ou du moins on les sollicite uniquement lorsque on demande de l'argent. Ici, vous avez vraiment une opportunité de les impliquer. Et souvent, vous verrez qu'ils sont souvent friands de ce type d'événement, à transmettre leur expérience, à aider les jeunes entrepreneurs. Qu'est-ce qu'on peut donc retenir de toutes les pistes de solutions que nous avons vues? Que 1, il vous appartient de bien comprendre les besoins et les exigences profondes de chacun de ces acteurs clés de votre écosystème. C'est vraiment la clé si vous voulez avoir un écosystème dynamique et abouti. Deuxièmement, vous avez la responsabilité de créer un nouveau lieu pour favoriser cette rencontre, et ce, selon la réalité et le contexte de chacun de vos pays. 3, vous avez la responsabilité de faire progresser les entrepreneurs sur les questions clés de la gestion d'argent d'autrui. Donc, vous voyez que ici, donc, j'ai résumé sur ces 3 points les, sortes d'esquisses en fait en termes de responsabilité, en termes de mission que vous devez réaliser pour réellement dynamiser votre écosystème. Je vous remercie d'avoir suivi cette formation. J'espère vous avoir éclairé sur un certain nombre de points en termes de pistes de solutions pour animer ou dynamiser vos structures respectives. Je vous dis à bientôt.